Bonjour et bienvenue dans Géopolitis, avec une émission consacrée à la Syrie à l'occasion du FIFDH, le Festival du film et Forum international sur les droits humains. 12 ans de guerre, 500 000 morts, la moitié de la population déplacée, 90% sous le seuil de pauvreté. Un calvaire sans fin pour les Syriens qui n'espèrent plus rien. À cette tragédie est venue s'ajouter une catastrophe, avec le tremblement de terre qui a fait plus de 3600 morts en Syrie. Dans notre séquence archive, nous reviendrons sur le massacre de Hama, commis en 1982 par Hafez el-Assad, qui avait fait de la Syrie un poids lourd de la Ligue arabe. Cette Ligue arabe dont la Syrie est exclue depuis 2012 et que Bachar el-Assad essaie de réintégrer. Le dictateur syrien tente de tirer profit des conséquences du séisme pour sortir de son isolement économique et diplomatique. Il était en visite à Oman, la deuxième seulement dans un pays arabe depuis sa mise au ban des monarchies du Golfe, dont certaines soutenaient la rébellion. Mais les relations se réchauffent lentement, même avec l'Arabie saoudite. De son côté, le président Erdogan tente un rapprochement intéressé avec celui qui était son pire ennemi. Mais si le régime reste indéboulonnable, grâce au soutien russe qui a fait de l'écrasement de la rébellion un laboratoire pour la guerre en Ukraine, la Syrie n'est pas prête de revenir sur la scène internationale. Les États-Unis ont voté en 2019 la loi dite César, un arsenal de sanctions dans les secteurs du pétrole et de la construction qui vise à étouffer le régime syrien. Une loi qui fait référence au photographe surnommé César, un militaire qui avait fait défection en rendant public en 2014 les photos de 11 000 prisonniers torturés et exécutés dans les geôles du régime. Nous reviendrons sur cet épisode marquant de la guerre civile syrienne avec Garance Lequen qui présente un film poignant au FIFDH sur les conséquences des disparitions en Syrie révélées par César. Ces disparitions brisent les familles, les réduisent au silence et empêchent toute contestation politique. Je vous propose de regarder quelques extraits du film Les âmes perdues avant d'en parler avec notre invité. Je suis César. On m'a donné ce nom pour assurer ma sécurité. J'étais photographe pour la police militaire de Damas. Tous les matins, le chef du département recevait un appel de l'hôpital Tishrin pour avoir un photographe. Les services secrets et des unités militaires avaient transporté les corps de détenus dans de grands camions. Au début de la Révolution, il y avait entre 10 et 15 corps par jour. Mais avec le temps, le nombre augmentait. Jusqu'à ce que l'on photographie plus de 40 corps par jour. On pouvait voir des corps de personnes âgées, de jeunes et même d'enfants. Ils n'avaient pas de nom. Il y avait plus de 170 personnes. J'étais dans un coin et il y avait 1, 2, 3, 4, 10 personnes. Et ils m'ont dit de m'asseoir. Ensuite, ils sont venus avec un étau pour serrer. Il l'a ouvert et me l'a mis autour du pénis. Il serrait de plus en plus fort. C'est comme s'il allait me couper le pénis. Cela vous fait haïr la vie. Il met un bâton dans l'anus et après vous haïssez la vie et vous confessez tout ce qu'ils veulent. Chaque matin, j'écoute les nouvelles de Syrie. Et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux détenus continuent à être torturés et tués dans les mêmes endroits et de la même façon. Depuis que j'ai quitté la Syrie, je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. C'était mon devoir d'alerter le monde. Bonjour Garance Lequen. Bonjour Jean-Philippe. Un grand merci à vous d'être venu sur le plateau de Géopolitis à l'occasion du FIFDH auquel vous participez. Vous êtes une des premières journalistes à avoir rencontré et interviewé César, on le voit dans le film. Qu'est-ce qui devient César ?
Alors, César, il devient... il n'a plus de vie normale. Je pense que c'est compliqué d'avoir une vie normale quand vous avez risqué votre vie pour une justice qui n'arrive pas. Il aimerait retourner chez lui en Syrie et il ne peut pas. Donc, oui, c'est une vie quotidienne compliquée. Alors évidemment, on continue à se poser la question, toutes ces photos que César a sorties au risque de sa vie, finalement, à quoi elles servaient pour le régime? Quel besoin le régime avait-il de faire ces photos? Alors c'est très compliqué de répondre précisément à cette question parce que la personne qui a demandé ces photos n'a pas fait défection. César, lui, il a sorti ses photos, mais il ne s'occupait que de ces photos. Ce qui est sûr, c'est qu'avant la Révolution, l'équipe de César prenait en photo des soldats morts en opération, d'un suicide, ou c'était la procédure auprès de la justice militaire. Quand des détenus sont morts dans des centres de détention, on leur a demandé ensuite de faire ces photos-là, et il y a une sorte de routine qui s'est installée. Ce qu'on pense aussi, c'est une hypothèse, c'est que vous êtes dans un régime où personne ne se fait confiance. Le supérieur n'a aucune confiance dans son subordonné. Donc, faire ces photos, c'est aussi une façon de dire à votre supérieur que le travail a bien été effectué, que ces gens-là sont bien morts, et surtout qu'ils n'ont pas été libérés en échange d'argent, un bakchich ou une famille qui vient, qui demande que son proche soit libéré. Voilà, donc c'est ce qu'on imagine, mais en fait, on ne sait pas en détail précisément. Alors, parmi toutes ces victimes de torture, eh bien, il y a Mazen, ce jeune homme que l'on voit dans le film. Mazen qui a donc effectivement été torturé, qui est sorti. Qu'est-ce qui lui est arrivé depuis? Alors Mazen, son histoire est doublement tragique parce qu'effectivement, il a été détenu presque 1 an et demi. Il a été arrêté parce qu'il avait manifesté, il a été torturé, il a vécu dans ces cellules où vous êtes des dizaines et des dizaines dans un espace extrêmement réduit, où vous vivez nu ou en caleçon ou en slip. Et il a été libéré, il a pris la mer comme des dizaines et des dizaines de Syriens. Il s'est réfugié en Hollande et il avait promis de témoigner. Donc il a témoigné partout dans le monde. Mais au fur et à mesure qu'il témoignait, et au fur et à mesure que la communauté internationale ne bougeait pas, restait silencieuse face aux crimes du régime, en fait, il a perdu pied. Et c'est là où il y a cette tragédie, c'est-à-dire que... Moi, je pense qu'au fond, il n'avait jamais quitté la prison, il n'avait jamais quitté les centres de détention. Et manipulé par des gens du régime, en février 2020, il est retourné à Damas et il s'est fait à nouveau arrêté par les mêmes services de renseignement qu'il avait déjà arrêté en mars 2012. Et il a disparu à nouveau depuis maintenant 3 ans. Et donc on est sans nouvelles de lui. Et on est sans nouvelles de lui et il fait partie de ces 110 000 disparus maintenant du fait du régime. Justement, cette disparition, il y a un autre exemple dans le film, c'est une famille donc franco-syrienne qui n'a pas de nouvelles de leurs proches. Finalement, ils ont appris qu'ils étaient décédés, mais en fait, ils ont lancé toute une procédure judiciaire. Est-ce que pour eux, la justice est une consolation, une solution? C'est déjà... ce qu'il faut comprendre, d'abord, c'est qu'il leur a fallu un courage énorme pour porter plainte, parce qu'il faut comprendre que la terreur qu'impose le régime syrien sur la population, elle vient jusqu'en Europe. C'est très compliqué pour les Syriens de porter plainte. Donc la plainte d'Obaïda Dabag pour la disparition et la torture de son frère et de son neveu a été extrêmement compliquée à déposer. Et pourquoi Obaïda voulait faire ça? D'abord pour connaître le sort de son frère et de son neveu qui avaient disparu. Et il fait ça aussi au nom de toutes les victimes syriennes, parce que lui, comme il est franco-syrien, il a cette chance de pouvoir porter plainte en France, et il le fait au nom de ces dizaines de milliers de disparus, de gens qui ont été arrêtés arbitrairement par le régime, dont on n'a aucune nouvelle. Et c'est une façon aussi de dire le droit, de dire qui est le bourreau, qui est la victime. C'est extrêmement important aujourd'hui. Justement, la justice, pour le moment, il y a eu donc 3 procès en Allemagne. 4 personnes ont été jugées, 3 ont déjà été condamnées, une 4e personne est encore en jugement. La justice est quand même, pour le moment, très très limitée. On a l'impression que c'est une goutte d'eau. Alors, oui et non. Elle est limitée parce que la Cour pénale internationale ne peut pas être saisie parce que la Syrie n'a pas signé le traité qui la constitue, donc il faut passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, où il y a la Russie qui est alliée de la Syrie, donc la Russie s'oppose à ce qu'il y ait un procès auprès de la Cour pénale internationale, mais il y a ces juridictions nationales en Allemagne, en France, en Suède, en Autriche, qui se penchent sur des procès et qui arrêtent des membres du régime qui se sont réfugiés en Europe. Et en Allemagne, qui est en pointe, il y a eu donc ces 3 procès et 4 personnes jugées, 3 qui ont été condamnées.
ces procès sont extrêmement importants parce que grâce à ces procès, vous pouvez comprendre le fonctionnement du régime. À Koblenz, le premier procès, il était sur des responsables de services de sécurité, de renseignement. On a compris le fonctionnement des services de sécurité et de la torture. Le procès à Francfort, où il y a un ancien médecin qui est jugé en ce moment, on traite de la violence médicale, comment les médecins, en fait, ont soutenu, certains médecins évidemment, ont soutenu le régime syrien dans sa violence envers la population. Un procès à Berlin où un milicien à la solde du régime vient d'être condamné à vie pour crime de guerre, pour avoir tué des civils. Et ça a permis d'aborder le crime aussi de siège, puisque c'était des civils qui étaient assiégés par le régime. Donc c'est comme des pièces du puzzle, en fait. Ça nous permet de mieux comprendre le régime. Est-ce que ça permet d'imputer la responsabilité de tout ça à Bachar el-Assad? Alors, pour l'instant, dans ces procès, vous ne pouvez pas juger Bachar el-Assad, puisque ce sont des juridictions nationales, et que, grâce à sa position de président, il a une immunité. Mais tous les documents qui sont fournis dans ces procès, et tous ces documents, parce que il faut comprendre aussi que bien avant l'Ukraine, on parle de l'Ukraine, mais bien avant l'Ukraine, les Syriens, dès 2011, ont documenté d'une manière mais dingue tous les crimes commis par le régime. Il y a des centaines et des centaines et des centaines et de centaines de milliers de documents. Et vous avez des chaînes de commandement, vous avez des documents signés par Bachar el-Assad. Vous avez en fait les juristes qui travaillent et les Syriens qui travaillent sur les crimes du régime. Tout remonte à Bachar el-Assad. La question ne se pose pas. Alors cette guerre civile syrienne commencée le 15 mars 2011 va entrer dans sa 13e année. Malgré le soutien russe et iranien, eh bien, le régime ne contrôle pas le territoire en entier, qui reste divisé en 4 zones. L'économie est exsangue et un Syrien sur 2 est déplacé. On se retrouve juste après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Déplacé par la guerre, puis par le séisme, Abdullah et ses 6 enfants n'ont plus qu'une tente de fortune pour s'abriter. Nous n'avons pas d'avenir, car rien n'est prévu pour nous. Après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue nerveuse, je ne peux même pas montrer de la tendresse envers mes enfants. Le tremblement de terre du 6 février a touché un pays déjà dévasté par 12 ans de guerre. Plus de 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Le conflit a fait un demi-million de morts, combattants et civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 6 millions de personnes ont fui le pays. Beaucoup se sont réfugiés en Turquie. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, des portraits à la gloire de Vladimir Poutine dans les rues de Damas. Bachar el-Assad affiche son soutien à la Russie, qui depuis 2015 aide militairement le régime. Les forces pro-gouvernementales de Bachar el-Assad, avec l'aide de la Russie, mais aussi de l'Iran et de la milice pro-iranienne Hezbollah, contrôlent 2 tiers du territoire de la Syrie. Dans le sud et dans le nord-ouest, des groupes rebelles conservent des territoires, notamment le Hayat Tahrir al-Sham, issu de la mouvance Al-Qaïda. Restent les zones sous contrôle de groupes kurdes et de leurs alliés. Ces forces coopèrent avec les Américains qui ont encore 900 soldats sur place pour lutter contre les combattants de l'État islamique, encore présents en Syrie. Enfin, au nord du pays, la Turquie et des groupes armés alliés contrôlent une partie des zones frontalières. En novembre, la Turquie a mené des raids contre les forces kurdes en Syrie, qu'Ankara considère comme une menace. Entre 2016 et 2019, les Turcs ont déjà mené 3 opérations d'envergure dans la zone. Fin décembre, le ministre turc de la Défense à Moscou pour rencontrer son homologue syrien. Une première à ce niveau depuis le début de la guerre. Erdogan espère qu'un rapprochement l'aidera à affaiblir les groupes kurdes en Syrie. Dans la période à venir, nous prévoyons d'avoir une réunion avec la Syrie au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le régime syrien, isolé sur la scène internationale et affaibli par les sanctions, tente de renouer avec ses voisins arabes.
En février, Bachar al-Assad était reçu par le sultan d'Oman, sa deuxième visite dans un pays de la région après les Émirats arabes unis en mars 2022. Mais la Syrie n'a toujours pas obtenu sa réintégration au sein de la Ligue arabe, dont elle avait été exclue en 2011, après la répression sanglante des manifestations anti-régime. Alors on voit bien la manière dont Bachar el-Assad essaye de revenir dans le jeu diplomatique à l'occasion de ce séisme. Est-ce qu'une normalisation est envisageable? Alors, d'abord, je pense que non. Comment normaliser avec un régime accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et peut-être un jour crime de génocide? Le souci, c'est qu'Assad est suffisamment intelligent parce que plus on va parler de normalisation, plus cette normalisation va sembler possible et légitime pour beaucoup de gens, alors qu'elle n'est pas possible. Enfin, je ne comprends même pas comment on peut se poser la question. Oui, même le Figaro évoquait une éventuelle normalisation avec Emmanuel Macron. Ça semble incroyable. Oui, mais ça, la position d'Emmanuel Macron, elle est difficilement lisible, en fait. Quand il est arrivé, quand il a été élu, il ne comprenait pas pourquoi on avait rompu les relations diplomatiques avec Bachar el-Assad. Il disait même qu'il n'y avait pas de successeur légitime à Bachar el-Assad. Mais bah oui, forcément, dans un pays où vous n'avez pas de vie politique, pas de démocratie, vous n'avez pas d'élection, donc vous n'avez pas de successeur légitime. Mais je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourrait aujourd'hui reprendre contact avec Bachar el-Assad. Et à contrario, évidemment, les Russes et les Iraniens, ils ne sont pas du tout prêts de le lâcher, même s'ils ne soutiennent plus du tout le pays aussi fortement qu'avant au niveau économique. Alors là, effectivement, les Russes et les Iraniens, ils sont occupés ailleurs. Les Russes sont occupés par la guerre qu'ils mènent en Ukraine contre les Ukrainiens. Les Iraniens par réprimer dans le sang la révolte contre leur régime. Donc effectivement, ils sont moins présents, mais il n'y a pas de raison qu'ils le lâchent. Les Russes ont énormément besoin de la base navale à Tartous, qui leur permet d'avoir un accès aux mers chaudes, et de leur base aérienne à Armamine, qui leur permet d'avoir une base aérienne dans cette région-là. Et les Iraniens, leur présence et leur soutien à Bachar el-Assad leur permet en fait d'avoir une sorte d'arc chiite, en tout cas d'arriver jusqu'au Liban sans problème, et de pouvoir soutenir leur allié Hezbollah libanais au Liban. Donc en fait, ils ont besoin de la Syrie, même si aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à l'aider comme ils l'avaient fait avant, mais ils sont extrêmement présents dans le pays, et les Iraniens commencent à gérer des pans entiers et des secteurs entiers de l'économie syrienne qui est vraiment à genoux aujourd'hui. Bon, il se passe quand même des choses. On voit bien que Erdogan, qui était le pire ennemi de Bachar il y a quelques années, est aussi en train d'essayer de se rapprocher d'une certaine manière, parce qu'il a besoin de lui. Il y a une élection bientôt. Donc tout ça compte quand même. Oui, exactement. Il essaye de se rapprocher à cause des élections présidentielles et législatives de juin, mais rien n'est fait. Les ministres de la Défense, comme l'a montré le sujet, se sont rencontrés à Moscou, mais pour l'instant, Erdogan aimerait que Assad en fait, reprenne le contrôle des territoires tenus par les Kurdes. Assad refuse que Erdogan lui renvoie les 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie. Pour l'instant, on ne voit pas comment ce rapprochement peut se faire. Alors, à part la poche d'Idlib qui est tenue par les islamistes du HTS et puis les Kurdes des FDS, il n'y a plus d'opposition crédible en Syrie. Ça dépend ce que vous appelez crédible. S'il n'y a plus d'opposition militaire en dehors de HTS et des forces démocratiques syriennes, effectivement. Mais vous avez toute l'opposition de la population. Oui. HTS, qui est dans la poche d'Idlib, en fait, n'est pas capable de gérer, ce sont donc ces groupes djihadistes, ne sont pas capables de gérer vraiment la population. Ils n'en ont pas les moyens. Donc, ils laissent les comités locaux, qui sont hérités de la révolution de 2011, administrer au niveau local. Et s'ils vont trop à l'encontre de la population manifeste et se révolte contre eux. Il y a encore une capacité au sein de la population de se révolter et une volonté de s'administrer. Donc, oui, il n'y a plus ces groupes qu'on connaissait au début de la Révolution, mais ça ne veut pas dire que les Syriens seront silencieux et qu'ils ne seront pas là plus tard pour gérer un pays si jamais le régime tombe. Merci Garance Lecahen, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Géopolitis et je ne peux évidemment qu'encourager les téléspectateurs à aller voir votre film. Merci beaucoup. Le tremblement de terre qui a fait plus de 40 000 morts, en grande majorité turcs, a eu des conséquences terribles en Syrie, en particulier dans la zone d'Idlib, la dernière du pays aux mains de la rébellion islamiste. L'aide humanitaire a eu les plus grandes difficultés à arriver aux populations
en raison de la volonté de Bachar el-Assad de la contrôler pour se remettre dans le jeu diplomatique. Olivier Colère. Déjà éprouvé par une décennie de guerre civile, le nord de la Syrie a l'épreuve d'un terrible séisme. Une crise dans la crise et une aubaine politique pour le président Assad, qui a donné son feu vert pour l'ouverture de points de passage à la frontière avec la Turquie, pour acheminer de l'aide humanitaire dans les territoires aux mains des rebelles islamistes, l'une des zones les plus sinistrées par le séisme. J'ai fait savoir au Conseil que le gouvernement syrien a exprimé à plusieurs reprises son engagement à fournir une aide humanitaire aux Syriens où qu'ils se trouvent sur le sol syrien. Isolé depuis le début de la guerre, le président syrien, que l'on voit ici dans les ruines de la Takié, a exploité la tragédie du séisme pour remettre le processus de normalisation de la Syrie au cœur de l'agenda politique. Aux yeux de l'opposition syrienne, Bachar el-Assad a fait preuve d'opportunisme pour exploiter la crise sur le plan diplomatique. Assad aujourd'hui tente deux propagandes, si vous voulez, ou deux approches. Première approche, c'est de dire que les sanctions internationales, surtout américaines et européennes, que ces sanctions-là sont à l'origine de l'inefficacité des secours. La deuxième approche de la propagande, c'est de dire que finalement, pour que l'aide humanitaire arrive, il faut une normalisation politique. Normalisation déjà amorcée au Moyen-Orient, Bachar el-Assad à la reconquête de la Ligue arabe, qui avait exclu la Syrie après le déclenchement de la guerre civile en 2011. Certains pays sont restés des alliés fidèles, comme l'Algérie, l'Irak et le Liban. D'autres ont depuis renoué officiellement avec le régime paria, comme les Émirats arabes unis, la Jordanie et l'Égypte. Plus inattendu, le rapprochement avec l'Arabie saoudite. Ennemi juré du régime syrien, principal soutien aux rebelles islamistes et opposant fervent à la réintégration d'Assad dans le giron arabe, l'Arabie saoudite a aussi répondu présent lors du tremblement de terre, joignant le geste à la parole en envoyant des tonnes d'aide humanitaire à Damas, un premier pas vers une normalisation avec Riyad. On l'oublie souvent, mais la Syrie vit depuis plus de 50 ans sous la férule dictatoriale de la famille Assad. Promoteur du nationalisme arabe, ennemi juré d'Israël, le père de Bachar, Hafez el-Assad, avait accueilli des criminels nazis comme Alois Brunner. Et surtout, il a réprimé d'une main de fer l'opposition alors incarnée par les frères musulmans. C'est notre séquence ce jour-là avec le massacre de Hama le 2 février 1982. 2 février 1982. Les frères musulmans tentent de s'emparer du fief sunnite de Hama et de renverser le pouvoir syrien. Orchestré par Rifat el-Assad, le frère du président, la riposte du pouvoir syrien est impitoyable. Pendant plus d'un mois, les brigades de défense, soutenues par les armées de l'air et de terre, infligent à cette ville de 170 000 habitants des combats d'une rare violence. Le martyre de Hama doit servir d'exemple. Assad veut que le pays entier sache ce qu'il en coûte de s'opposer à lui. Lorsque ses troupes reprennent la ville, on y dénombre 35 000 morts. Les bombardements étaient faits au hasard. Les enfants, les femmes, les vieillards, tout le monde était bombardé. Il y a une scène que je ne peux oublier. J'étais dans un endroit qui surplombait un des quartiers dont tous les habitants ont été évacués. Ensuite, ils ont été forcés de mettre les mains contre un mur et ils ont été criblés de balles. Pour le maire de Hama, ce massacre était le prix à payer à la stabilité nationale. La ville a connu quelques désordres provoqués par des gangsters qui s'appellent les frères musulmans. Ces désordres n'étaient qu'une contestation entre l'intelligence et la réaction, entre le modernisme et le passé, entre le progrès, la raison et la pensée réactionnaire. On disait autrefois de la Syrie qu'elle était indomptable, mais Hafez el-Assad a su la dompter.
Impitoyable à l'intérieur de son pays, appliquant aux besoins une répression sanguinaire, Hafez el-Assad se révèle fin stratège lorsqu'il s'agit de politique internationale. Mais surtout, il sait ce qu'il veut et sa fermeté surprend le monde entier. On a vu la difficulté et l'importance capitale de rendre justice aux victimes des exactions d'un régime sanguinaire comme celui de Bachar el-Assad. La même question se pose déjà pour les victimes des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ukraine. Le FIFDH y consacre un débat en présence de l'avocate et activiste ukrainienne Oleksandra Matviichuk, dont l'organisation Center for Civil Liberties a obtenu le prix Nobel de la paix l'an passé. Vous pouvez retrouver ce débat sur le site du FIFDH, à qui nous resterons associés la semaine prochaine avec une émission consacrée à l'espionnage et notamment à Pegasus, le logiciel espion infiltré jusque dans le portable d'Emmanuel Macron et qui a mis en danger des centaines d'opposants politiques et journalistes dans le monde. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, sur les écrans de la RTS et de notre partenaire TV5 Monde. Merci de votre fidélité et surtout, portez-vous bien.